sévit aujourd'hui dans les mentalités sociales de la population de la République de Moldavie est une source très prolifique pour les malentendus, de la compréhension des réalités politiques, géopolitiques et tout ce que vous voulez. Donc, dans cette période-là, toute une littérature idéologiquement engagée est née, qui glorifiait le régime, voilà, faisait l'éloge au régime communiste. Sans cela, on ne pouvait pas avancer. Et toute tentative de rétablir les liens entre la Roumanie et la République soviétique socialiste moldave de l'époque était persécutée par la KGB. Moi, je viens d'une famille de professeurs. Les sœurs de ma grand-mère avaient émigré en Roumanie, donc j'avais des parents en Roumanie. Moi, j'étais allée en Roumanie à l'âge de 5 ans. C'était 1967, c'était l'époque du dégel brejneviste, voilà. Et ça s'était très très bien passé pour moi de toute façon, parce que comme j'avais grandi dans une famille où on avait des livres roumains, c'est-à-dire, voilà, en langue roumaine, j'avais la télévision roumaine dans ma maison, parce que c'était près du fleuve Prut, c'était facile de capter tout ça. Voilà, mes grands-parents ne disaient jamais langue moldave, sinon langue roumaine. Voilà, ma grand-mère glorifiait la Roumanie royale, donc c'était normal d'avoir eu une certaine éducation et certaines attitudes envers les réalités. Mais quand j'étais venue à Chisinau pour suivre mes études, je suis du sud de la Moldavie, de Gaoul. Quand j'étais venue à Chisinau pour suivre mes études, moi j'étais très étonnée qu'il n'y a pas d'artistes roumains qui viennent nous chanter, c'était seulement des artistes russes. Et ben voilà, je me suis rendu compte que la vie n'est pas si rose que ça. Donc ça a été pour pouvoir comprendre que nous sommes deux pays différents en fait. Dans ma tête, il y avait une certaine confusion aussi. Moi, je me revendiquais de la Roumanie dans mon enfance. Donc le roumanisme a été exilé dans les milieux intellectuels, les poètes, les philosophes, les écrivains, même s'ils faisaient, certains d'entre eux faisaient de la littérature engagée au fond de leur cœur, de leur fort intérieur, ils connaissaient des choses, ils ont tous eu des parents au-delà de Pout, voilà, réfugiés, donc il y avait une sorte de clandestinité dans la compréhension des choses. Il y avait des professeurs à l'université qui nous ont enseigné le communisme scientifique, mais qui étaient des fervents combattants pour la liberté et pour le humanisme, et parmi eux, c'était par exemple le premier maire de la ville de Chisinau, Costin, qui a enseigné le communisme scientifique à l'université. Et nous, les étudiants, on disait, est-ce que tu sais que lui, il ne croit pas en ce qu'il enseigne? Donc on parlait, il nous enseignait le communisme scientifique, et entre nous, nous disions, il ne croit pas en ce qu'il enseigne. Comment ça? Bah non, il dit tout ça juste pour... Et pourtant, il avait l'air d'un professeur très strict et sévère, mais il ne croyait pas à ce qu'il enseignait. Donc c'était cette période-là de l'occupation soviétique. Bon, 1989, moi j'ai appelé cette révolution la révolution des poètes. Parce qu'elle a été inspirée par les poètes. C'était les poètes qui étaient à la tête du mouvement populaire, les gens qui étaient dans la rue, des jeunes, des âgés, des femmes avec leurs enfants dans les bras. Mon fils Augustin, il avait 3 ans, j'étais là aussi. Voilà, on plaidoyait pour quoi? On plaidoyait pour le retour de l'alphabet latin. Vous voyez, donc c'était une revendication, pas politique, hein, c'était une revendication linguistique. Nous voulons l'alphabet latin de retour en République de Moldavie. C'est pour ça que je dis qu'à la source même de la déclaration d'indépendance, c'était la révolution des poètes. Les poètes ont inspiré ce mouvement et la foule demandait le retour à l'alphabet latin. Il nous semblait à cette époque-là que le retour à l'alphabet latin allait résoudre absolument tout. Et qu'avec ça venait la liberté, l'émancipation nationale, etc. Une chose encore plus intéressante. On ne disait pas « nous voulons de retour la langue roumaine ». Moi, je me demandais à cette époque-là, pourquoi dire langue moldave en base de l'alphabet latin? Même aujourd'hui, dans certains documents du Parlement européen, parce que nous sommes sous le monitoring du Parlement, du Conseil de l'Europe d'abord, la commission de suivi, et j'ai fait partie également de la délégation conjointe du Parlement moldave et du Parlement européen.
voilà, pour l'intégration européenne. Et là, quand j'insistais que dans le document, la résolution, soit incluse la phrase, le syntagme, langue roumaine dans les écoles de la Transnistrie, non, on ne voulait pas. On disait non, la langue roumaine, l'enseignement en base de l'alphabet latin. Mais moi, je disais, mais comment comprendre ça? Il y a 36 langues, avec grammaire et tout, qui utilisent l'alphabet latin. Comment est-ce qu'on dit enseigner en alphabet latin? Donc, ce n'est pas correct de point de vue linguistique. Mais on n'a pas accepté ça parce qu'il y avait les communistes, il y avait les autres. Ils disaient, non, il ne faut pas dire, on va paraphraser les choses. Donc ça, c'est une sorte de lâcheté, selon moi, et d'hypocrisie de certains fonctionnaires européens qui préfèrent ne pas entrer dans le vif du sujet et prendre une attitude claire et tranchante vis-à-vis de certains phénomènes. Donc la révolution des poètes a eu lieu. Quel était le résultat? On a adopté une nouvelle législation linguistique qui, à cette époque-là, était correcte, ou bien au moins elle semblait être correcte. Mais aujourd'hui, si vous regardez cette loi, qui est fonctionnelle, la République de Moldavie, attention, moi j'ai fait un projet de loi et elle ne sera jamais adoptée parce que je ne suis plus là. Donc, elle instituait le bilinguisme moldave-russe. C'est-à-dire qu'on disait, la langue moldave passe à l'alphabet latin, oui, ceci et cela, mais si le citoyen ne peut pas, oui, le russe va aussi. Donc le russe est accepté. Le russe est la langue de communication entre les ethnies. C'est comme ça qu'il est écrit dans cette loi. Donc, et vous pouvez faire des pétitions en langue moldave, mais aussi en langue russe. Mais vous pouvez également suivre un procès judiciaire en langue moldave, mais on vous assure aussi la possibilité de le suivre en langue russe, etc. 2 ans après, la République de Moldavie proclame son indépendance. Je me souviens de cette période-là. J'étais prof à l'université et c'était le 27 août, mais quelques jours avant, c'était le putsch de Moscou. Tout le monde se taisait. On était à l'université, on collait l'oreille à la radio. Pourquoi se taisent les nôtres? C'est comme ça que nous nous demandions. Que font les chefs de notre petite république et pourquoi ils ne prennent pas d'attitude? Pourquoi ils ne déclarent pas l'indépendance? Parce que la Moldavie a déclaré l'indépendance un peu plus tard que les pays baltes, un peu plus tard que l'Ukraine, quand la dégringolade a été déjà démarrée. Enfin, les anciens secrétaires communistes qui étaient les leaders, moi j'étais dans la foule et quand on dirait, voilà, Lučinski est casse. Mais Lučinski, lui, est un nomenclaturiste. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, c'est un ancien communiste. Quoi de neuf peut-il apporter? Snegur, président. Mais celui-là est aussi un nomenclaturiste. Donc, la faute des poètes et des philosophes, selon moi, a été d'avoir, peut-être, d'avoir eu peur devant la responsabilité de s'assumer, au moins pour une certaine période de temps, l'administration du pays. Ils se sont, comme ça, mis de côté. Ils ont permis aux anciens nomenclaturistes de prendre le pouvoir et malheureusement, à cause de ça, la République de Moldavie n'a pas pu faire un saut important, un bond pareil à celui des pays baltes par exemple. Même si dans les pays baltes, il y a eu des anciens nomenclaturistes qui étaient venus, mais complètement différents des nôtres. Voilà. Une année après, la guerre entre la Russie et la République de Moldavie éclate. C'est la guerre à cause de cette zone, la Transnistrie, où la population, à cette époque-là, était 33% ukrainien, 33% russe, 33% moldave. C'était une zone balayée de point de vue démographique parce qu'il y avait beaucoup d'usines, beaucoup de fabriques dans la zone, sur la rive gauche de Dniestre. La déclaration d'indépendance a été signée par les parlementaires. La législation linguistique existait déjà et il y avait des animosités dans la zone. Donc ça a servi de prétexte pour ce conflit militaire. Après le pacte signé par Snegur et Eltsine à cette époque-là, l'armée russe est restée dans la zone. Elle n'est jamais partie, elle n'a jamais quitté la zone. On a 20 000 d'armements dans Kovasna. Excusez-moi.
Kolbasna, 20 000 tonnes qui, je crois qu'ils ne seront jamais rapatriées en Russie. Et voilà, cette zone sécessionniste, elle existe depuis cette période-là. Des générations ont grandi dans l'esprit de la propagande pro-russe, anti-européenne. Il est très difficile de s'imaginer que le problème de la Transnistrie, un beau jour, sera solutionné. Selon moi, à court terme, à moyen terme, ce problème ne sera pas résolu. Non pas parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Peut-être que la volonté politique, elle manque aussi. Il y a des politiciens qui sont intéressés dans cette zone qui sert une zone tampon par laquelle on blanchit l'argent, on fait des trafics d'armement, trafic de personnes, etc., toutes sortes de trafics. Je ne crois pas que cette zone sécessionniste pourra un beau jour dire que voilà, nous voulons revenir. Non, ça c'est un conflit à long terme et ce n'est pas si facile que ça. Donc la zone est en permanence alimentée financièrement par la Russie. Il y a un déficit budgétaire extrême, plus de 70%, donc c'est inimaginable. Sans l'argent russe, la zone ne résiste pas. Donc la Russie qui toujours inflige de l'argent, et voilà. Et la Russie est toujours là, elle est toujours présente par ses émissaires qui viennent là animer les esprits et dire que jamais la Moldavie, non, c'est une zone d'intérêt russe, etc. Donc c'est une zone qui représente les intérêts de la Russie, et pourquoi pas avec cette prétention de Poutine de refaire Novorossiya, d'avoir un trajet terrestre pour aboutir à la Crimée. Donc ils ont eu ça dans leur tête, dans leur plan. Donc je ne sais pas s'il ose un beau jour le faire. Il n'a pas besoin d'un second front maintenant, après la guerre déclenchée contre l'Ukraine. Mais de toute façon, c'est une zone de risque. Voilà, je ne peux pas y aller, même si j'y ai passé une certaine période de temps. J'ai enseigné dans une école à Tiraspol. J'ai même commencé ma carrière pédagogique à Tiraspol en 1884. Et c'était toujours une zone très particulière. Je circulais dans le transport public, si je parlais avec quelqu'un roumain, on me faisait l'observation de pourquoi est-ce que vous parlez roumain? C'était à Tiraspol. Voilà. Et dans l'école russe où j'ai enseigné le roumain et le français, voilà, il y avait une attitude très moqueuse envers le moldave, parce que c'était la langue moldave. Les enfants ne voulaient pas apprendre le moldave. Ils étaient en 5e classe, tout petits, mais c'était des enfants des militaires, parce que Tiraspol était une base militaire soviétique. Ils disaient, bon, je n'ai pas besoin de cette langue, etc. etc. Bon, c'était un peu comme ça, la Transnistrie. Alors, la République de Moldavie, je vous ai dit, est à la recherche de son identité. Et, grosso modo, on peut dire que les catégories de la population peuvent être structurées en 3 parties. La République de Moldavie qui doit virer vers la Russie, la République de Moldavie qui doit virer vers l'Union européenne, voilà, de manière générale. Et il y a la catégorie des unionistes, qui sont les intellectuels, dans leur majeure partie, qui plaident pour la réunification de la République de Moldavie avec la Roumanie. Voilà. Alors, tous les débats publics, lors des émissions, sur les télévisions, etc., c'est un débat à n'en pas finir. Et c'est de la monnaie courante en République de Moldavie. Pourquoi je dis que l'identité du citoyen moldave est une identité brisée ou une identité schizophrénique? Là, chez nous, tout est divisé en deux. Nous avons deux églises métropolitaines orthodoxes. L'une qui est de part de Moscou, voilà, les prêtres orthodoxes transfèrent régulièrement de l'argent, voilà, comme ça. L'autre, l'église métropolitaine de Bessarabie qui dépend de Roumanie. Les intellectuels vont dans les églises de la métropole de Bessarabie. Nous avons deux langues. C'est la langue roumaine qui est apprise à l'école, la langue roumaine qui est la langue culte, si vous voulez, des intellectuels et tout ça. Mais aussi la langue moldave qui est inscrite dans la Constitution, l'article 13, il est toujours là. Et cet article farfelu s'était faufilé en 1994 quand la Constitution a été adoptée.
Donc, à l'époque du parti agraire, qui étaient des anciens communistes, mais avaient une autre couleur peut-être, mais toujours des communistes, voilà. Les Russes disent, bon, les Russes, pas tous, hein, les Russes cultes reconnaissent qu'il s'agit de la langue roumaine, mais quand ils veulent exacerber le conflit entre la minorité et la majorité de la population, voilà, ils disent que c'est la langue moldave. Au Parlement, le même débat. Vous avez les communistes et les socialistes qui disent que c'est la langue moldave, respectez la Constitution s'il vous plaît, et les autres qui sont un peu plus bien avisés et mieux formés, bien sûr, que disent que la langue moldave n'existe pas. Donc, je dis que c'est une identité brisée parce que nous avons plusieurs catégories de citoyens. Il y a des citoyens qui disent qu'ils sont des Moldaves et qu'ils parlent moldave. C'est une catégorie. Il y a d'autres citoyens qui disent qu'ils parlent les roumains, mais ils sont des Moldaves. Il y a d'autres citoyens qui disent qu'ils parlent moldave, mais ils sont russes, gagaouzes, bulgares et d'autres minorités. Mais il y en a certains, peut-être pas tous, mais très très peu nombreux, qui disent oui, ils parlent le roumain, mais donc ils sont de nationalité russe, ils parlent le roumain, mais ils sont moldaves, c'est-à-dire qu'ils ont la citoyenneté. Pourquoi ça nous arrive? Parce que chez nous, en République de Moldavie, on confond l'identité nationale et culturelle avec l'identité civique. Point final, donc oui, selon l'identité civique, on peut dire que nous sommes tous des citoyens moldaves, c'est ça qui est correct. Pas dire que nous sommes moldaves, parce que ça, il y a toujours une condition. Nous sommes des citoyens moldaves. Et ça, c'est correct. Mais se revendiquer d'une certaine culture et nation moldave, bien sûr que c'est une bêtise. Et ça sera toujours au milieu des manipulations qui sont menées par les partis politiques, par la presse qui est vénale, qui est vendue à gauche et à droite. Je vous présente le tableau de la structure démographique de la population moldave. À l'époque de la gouvernance du Parti communiste entre 2001 et 2009, on a effectué un recensement en 2004. Ce sont les données de 2004. Parce qu'en 2014, on a eu un autre recensement en République de Moldavie. À ce que je sais, parce qu'il y a eu des écoulements de données, les chiffres n'ont pas trop changé. On atteste une diminution de la population ukrainienne de 11 à 7 aujourd'hui. La population russe est restée à peu près le même. Mais ce qui est important de retenir, ce sont les 80% de population autochtone. 80% des citoyens qui parlent roumain, qu'ils appellent cette langue moldave, roumain ou autre. C'est la population autochtone. Et moi je me demande, comment est-ce qu'on peut dire que la République de Moldavie est un État polyethnique, polynational, multinational, etc. C'est le discours des communistes, des partis de gauche. Ils disent « Oh, nous avons les Gagaouzes, les Russes, les Ukrainiens, nous sommes un pays multinational. » Ce qui n'est pas correct. Nous n'avons pas un nombre si grand d'ethnies sur notre territoire. S'il y a quelques migrants venus de certaines zones qui souffrent à cause des guerres ou d'autres cataclysmes naturels, par exemple, c'est du mouvement très passager et qui ne laisse pas son empreinte sur la structure démographique de notre pays. Nous sommes le deuxième pays roumain national. Excusez-moi, je vais ouvrir quelques parenthèses. Vous savez, les ambassadeurs qui sont accrédités chez nous en République de Moldavie, bon, ils sont les porteurs de la politique européenne, etc., etc. Quand j'étais président de la commission pour la politique extérieure et l'intégration européenne au Parlement moldave, donc j'avais des rencontres avec ces ambassadeurs de différents pays qui me venaient et qui me disaient « Ah oui, Madame Goutou, mais vous savez, parce que je prenais des attitudes. Hein. J'ai un blog sur lequel j'écris, je participais à des émissions, etc. Ils disaient « Vous savez, Madame Goutou, votre pays est un pays multinational. Il faut préserver cette richesse. » me dit l'ambassadrice de la Suède. Moi je dis « Madame l'ambassadrice, n'est-ce pas, en Suède, il existe 140 ethnies, nationalités ?» Elle me dit oui. N'est-ce pas, Madame l'ambassadrice, la seule langue officielle en Suède est le suédois. Et sans connaître le suédois, un Suédois ne peut ni faire les études, ni s'embaucher quelque part pour travailler, c'est la condition. Et là, elle n'avait pas de réplique. Parce que je dis qu'il faut préserver cette richesse partout, un peu partout si vous voulez. Mais nous, qui venons, qui avons une histoire tellement tourmentée,
la majorité devient vulnérable face à une minorité impériale, parce que c'est ça la situation en République de Moldavie. La minorité impériale n'est pas seulement les 6% des Russes qui sont là, mais c'est aussi les 11% des Ukrainiens qui sont là et qui ont pris le parti de Poutine dans la guerre d'agression contre l'Ukraine. En Moldavie, les Ukrainiens sont en faveur de Poutine, c'est absolument fou. Les gagaouzes qui disent que je me sens mieux quand je parle russe, je ne veux pas étudier ma langue qui est le gagaouz, moi je dis que c'est le turc, il faut le reconnaître, ben je vais vous dire que c'est le gagaouz, mais ils ne veulent pas étudier en leur langue gagaouz, les Bulgares non plus, ils disent qu'ils veulent étudier le russe, que la Russie c'est le pays vers lequel ils doivent s'orienter. Donc, prises tout ensemble, ces minorités constituent 20% d'une minorité monolingue qui parle le russe, n'est-ce pas? Et voilà, c'est une minorité impériale. Face à cette minorité impériale, la majorité est très vulnérable. Ce n'est pas seulement ma conclusion à moi, c'est une conclusion faite par plusieurs scientifiques qui s'y connaissent peut-être mieux que moi dans les identités, les langues, etc., dans les zones frontalières où il y a toujours eu un mouvement linguistique et identitaire important. La pauvreté d'esprit est la cause essentielle de tous les dégâts sociétaux dans un pays en transition perpétuelle qui est le nôtre. Si on est pauvre d'esprit, c'est comme la phrase biblique, hein. Bon, le royaume de Dieu sera à eux, espérons-le, selon certaines interprétations. Mais moi, je suis contre la pauvreté d'esprit. Je suis contre la pauvreté d'esprit parce que c'est la source de tous les dégâts sociétaux. Si on n'est pas cultivé, si on ne lit pas, si on n'écoute pas la radio, si on ne regarde pas, si on ne consulte pas l'Internet, on ne se débrouille pas dans cette... Alors, vous avez le monument de Lénine qui n'a pas été exilé en dehors, extramuros de la ville, de notre capitale Chisinau.